chers amis internautes, chers amis des médias, nous recevons pour vous aujourd'hui sur l'émission Gros Plan Josiah Dossou Bodjerenou, directeur de l'ONG Nature Tropicale, protecteur donc de la biodiversité. Avec lui, nous allons passer en revue les actions marquant donc cette célébration de la Journée mondiale des poissons migrateurs. Nous allons également revenir au Bénin, où en 2019, le gouvernement a mis en exécution son projet tant attendu d'assainissement des plans et cours d'eau. Quelle a été la contribution de l'ONG Nature Tropicale à la concrétisation de ce projet? Aujourd'hui, est-ce que le pari a été gagné? Avec notre invité de ce jour, nous passerons en vue ces préoccupations. Josiah Dossou Bodjerenou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Hier, 24 octobre, la communauté internationale célébrait donc, comme je l'annonçais, la Journée mondiale des poissons migrateurs. Comment avez-vous déjà vécu cette célébration? Oui, ça semble être nouveau quand on parle de poissons migrateurs dans notre pays. Et c'est parce qu'il y a des choses qui se passent, mais qui ne sont pas perçues par tout le monde, mais qui impactent tout le monde. Et si on parle de poissons migrateurs, c'est que le Bénin a la chance d'être un pays côtier. Et ça veut dire qu'on a la mer côtière et nous avons la plage. Mais en même temps, nous avons les zones humides qui sont adjacentes à ce littoral. Ça veut dire que nous avons, si nous prenons le cas de Cotonou par exemple, nous avons le lac Nokoué et par le chenal de Cotonou, ce lac fait liaison avec la mer côtière. Quand vous allez du côté Mono, vous avez le lac Aémé qui fait un lien avec la bouche du roi, qui est l'embouchure. Et du côté de Porto-Novo, en allant vers Badagry, il y a encore l'embouchure là-bas. Il y a cette connexion. Ça veut dire que le sud du Bénin, il y a une connexion entre les lagunes, les lacs et la mer. Et les échanges qui se font entre ces deux écosystèmes, et parmi ces échanges, nous avons des espèces animales qui migrent d'un milieu à un autre. Ça veut dire qu'il y a des poissons qui sont en mer, qui grandissent en mer, et pendant la période de reproduction, ces poissons viennent dans le lac pour pondre leurs œufs ou bien pour donner naissance à des bébés et à des alevins. Et après, ces alevins repartent en mer pour grandir. C'est comme ça, il y a beaucoup d'autres espèces. Vous avez le lamantin d'Afrique, par exemple. Entre août et novembre, c'est la période de hautes eaux chez nous. On parle de crue. Et l'eau monte. En ce moment-là, c'est une espèce qui migre. Ça quitte les rivières, le fleuve, Ouémé, et ça va jusqu'en mer. Nous avons enregistré des cas ici à Cotonou, et dans le bassin portuaire, où de ces espèces qui ne sont pas communes, qu'on ne voit pas tous les jours, mais le moment vient et ces animaux vont de l'autre côté de la mer et reviennent encore quand le temps est favorable. C'est comme ça, quand on parle de ces migrateurs, et surtout toujours en restant dans les zones humides, vous avez les tortues par exemple. Les tortues sont des espèces migratrices qui vivent dans l'océan, mais pour leur reproduction, elles sont obligées de venir sur la plage. Elles viennent pondre sur la plage et repartent en mer. Vous avez les baleines qui vivent dans les zones froides, mais pendant la période de reproduction, les baleines viennent proches de nos côtes. Et tout ça là, c'est des périodes favorables pour que l'espèce se multiplie. Mais si ce n'est pas connu, si nos activités impactent négativement ces espèces, à terme, on risque de perdre ces espèces. Mais pourquoi déclarer une journée pour célébrer des poissons migrateurs? Voilà, déclarer une journée, la communauté internationale déclare cette journée pour célébrer les poissons migrateurs parce que c'est une occasion pour sensibiliser. Parce que tout ce que nous disons là, comme ce n'est pas visible à l'œil nu, ce n'est pas que quelqu'un au bord de Dantokpa, du Chenal, et il voit des poissons migrer d'un côté vers l'autre, mais il faut attirer l'attention des gens sur les actions que nous menons dans cet écosystème et qui risquent d'impacter négativement cette migration. Et quand il n'y a pas cette migration, ces espèces vont disparaître. Quand je prends le cas des tortues marines qui doivent venir sur la plage pour pondre, si toutes les plages sont occupées, s'il y a l'érosion côtière par exemple, et les vagues viennent toucher les maisons, les tortues ne pondent pas dans les gravats, les tortues pondent dans le sable. Ça veut dire que si le littoral sableux disparaît, ces tortues vont disparaître.
Et quand nous prenons le cas des poissons, c'est que la communauté internationale choisit ce moment pour faire une grande sensibilisation pour que l'homme puisse voir quel est l'impact de son comportement vis-à-vis de ces espèces qu'on ne voit pas mais qui sont très utiles. Vous voyez la population de Béninois, je crois que jusqu'à 80-98%, vous avez des consommateurs de poissons. Mais encore qu'aujourd'hui, nous avons tellement impacté négativement, d'abord, ces couloirs de migration, mais ailleurs où les poissons doivent se multiplier, nous les avons tellement agressés, nous avons tellement pêché, nous avons pollué, et cela fait que le nombre de poissons a totalement diminué. Et aujourd'hui, tout le monde est lié à l'importation de poissons. Même dans des villages où il n'y a pas de poissonnerie, et il n'y a pas de courant, il y a l'aide de poissonnerie. Et nous mangeons quelle qualité de poisson. C'est pour cela que la communauté internationale veut que chacun soit conscient de ce qu'il fait et qui impacte négativement. Et c'est seulement par la sensibilisation que les gens pourront comprendre que nous faisons des choses qui sont très graves et qui risquent de nous amener à ne plus avoir de poissons, ou bien qui conduit au fait que même si nous avons des poissons, ces poissons ne seront pas bons pour notre santé parce qu'ils seraient déjà pollués. Lorsqu'on revient au Bénin, cette journée mondiale a déjà apporté quoi de concret en matière donc, de sensibilisation et donc de promotion, je dirais vulgarisation donc, du fonctionnement ou du mode de vie donc, des poissons migrateurs? Oui, et si nous prenons le cas du Bénin par exemple, il y a des actions qui se mènent, qui ont commencé il y a quand même longtemps. Il y a beaucoup de sensibilisation qui se faisait. Mais chaque partie prenante ne jouait pas son rôle. Quand vous dites qu'il ne faut plus pêcher dans le chenal de Cotonou, par exemple, ceux qui se croient indécés, c'est les populations de pêcheurs tout au long. Quand l'État dit, il y a aujourd'hui un texte de loi, le code de la pêche, par exemple, de l'aquaculture, quand l'État dit on ne doit plus utiliser certains types de filets, quand vous allez dans la vallée de Lomé, il y a des techniques qu'on appelle Merokokonu. C'est des filets de 40, 60, 50 mètres. Et pendant la période de crue, les populations utilisent ces filets-là pour carrément barrer le cours d'eau, c'est-à-dire de part en part, d'une berge à une autre. Oui. Et vous voyez, pendant la période de crue, l'eau descend du nord vers le sud. L'eau va, c'est-à-dire l'eau monte et le sens de l'eau, c'est toujours vers le sud. Ça va en mer. Mais si les gens mettent de ces filets dans différents villages pour faire la pêche qu'on appelle Merokokonu, c'est des filets, voire même des moustiquaires qui sont utilisés pour pêcher. Et à ce rythme, tout ce qui bouge, on ramasse jusqu'aux œufs. Mais quand, dans certains villages, par exemple, vous constatez, on croit que c'est de l'amusement, quand vous voyez des enfants au bord de l'eau en train d'utiliser des moustiquaires. Les moustiquaires destinés pour l'utilisation, la lutte contre le paludisme, ces moustiquaires sont utilisés. On croit que c'est de l'amusement. Mais s'il n'y a pas de petits poissons, est-ce qu'il y en aura de grands? Si on voit des enfants en train de faire ce jeu et on dit, bon, c'est des enfants, mais c'est très dangereux pour l'écosystème. Maintenant, quand vous allez vers les adultes, vous allez dans le mono. Les gens utilisent des moustiquaires pour faire la pêche. Et je parle des enfants ailleurs, mais ici, c'est de grandes personnes. Et maintenant, vous avez demandé quand au niveau du Bénin, c'est que la sensibilisation se faisait depuis vis-à-vis de ces acteurs pour leur montrer leur comportement négatif par rapport à l'écosystème en voulant pêcher, mais d'attirer leur attention sur le fait qu'à terme, ils risquent de ne plus avoir de poissons. Oui, et il y a des plans d'eau aujourd'hui, vous allez là-bas, il y a des pêcheurs, mais qui n'ont plus d'activité parce qu'il n'y a pas de poissons. Oui, mais ces populations savent que c'est là qu'elles tirent leurs besoins quotidiens. Ouais. Est-ce qu'elles ne font rien du tout également pour préserver cet écosystème? Absolument rien, malheureusement. Ailleurs, les gens ont compris. Si vous avez des moyens et vous ne cotisez pas quelque part, vous ne mettez pas des choses en réserve, à partir d'un certain moment, vous allez sentir que la vie n'est pas comme ça. Mais dans notre culture, c'est difficile de trouver des gens qui pensent que demain, là,
C'est aujourd'hui qu'il faut préparer. Mais est-ce qu'au-delà de la sensibilisation, est-ce qu'il y a d'autres propositions concrètes? Parce que lorsque vous leur demandez de ne plus utiliser certaines méthodes de pêche, sachant que c'est de là quand même que ces populations y vivent, oui. Est-ce qu'elles peuvent s'appliquer si on ne leur propose pas d'autres méthodes concrètes? Même si moi je suis allé dans un débat maintenant qui a dépassé un peu l'entendement des Béninois, c'est que mettez les gens devant le fait accompli. Laissez-les, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, vous ne mettez rien à côté. Et ce que vous avez, c'est fini. Vous faites quoi? C'est qu'il faut travailler sur la conscience des gens pour que collectivement, on puisse penser à demain. En pensant à demain, ce que vous travaillez aujourd'hui, vous faites de réserve. Et là, quand nous venons au niveau national et international, la recommandation, c'est que chaque pays doit travailler à ce que nous ayons des espaces protégés. Vous savez, le parc Pandjari, le parc W, c'est des aires protégées qui ont été protégées avant la colonisation, directement pendant la colonisation. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Mais au même moment, il y a eu des forêts qui ont été classées par le colon. Mais l'administration béninoise qui a suivi, nous venons de faire 60 ans, on a créé quoi? On a mis quoi en réserve? Et les gens mettent toujours devant le fait qu'ils n'ont que ça à faire et à manger. Mais quand ils vont finir de manger tout, ils vont faire quoi? Et c'est ça qui se passe au niveau des poissons. On dit, ah, les gens ne vivent que de ça. Ok, laissez-les vivre de ça. Mais quand ça finit, ils font quoi? Et c'est ça le problème que nous avons. Vous constatez de la côte, hein? C'est-à-dire que de Cotonou, de Sémé, Calavi, Ouida et Grand Popo, jusqu'à Mananville, tous les Béninois vivent des poissons congelés. Est-ce qu'on peut avoir un marché au Bénin où vous allez 4 fois dans la semaine, vous allez trouver du poisson élevé ou bien du poisson frais? Et c'est dû à quoi? C'est le fait que nous avons, c'est dit que nous avons détruit, sans le savoir, peut-être inconsciemment, en utilisant certaines techniques de pêche. Quand vous utilisez des moustiquaires, vous prenez des poissons que vous ne pouvez même pas consommer. Vous ramassez les œufs des poissons. Mais qu'est-ce qui va rester dans l'eau pour grandir? Et aujourd'hui, on a quand même des poissons frais. Parfois, hein, non, est-ce que vous vivez de parfois? Vous ne vivez pas de parfois. Vous mangez poisson 5 fois sur 7 jours. Mais vous êtes obligé d'aller dans une poissonnerie. Encore, ce qui est plus grave, c'est qu'il y a des villages où il n'y a pas de courant, mais il y a de poissonneries. C'est ça. C'est que vous voyez des gens qui viennent en ville acheter des poissons de poissonnerie, mettre dans des glacières, mettre de la glace dessus, amènent au village, ils font 3, 4, 5 jours. Quelle est la qualité de ce poisson? Et c'est ça le danger. C'est de la côte jusqu'à Mananville. Et vous rentrez dans le Burkina, dans le Niger, ces gens-là vivent des poissons congelés. Mais avant, on faisait quoi? On vivait des poissons qui venaient de nos coups d'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le nombre de populations augmentant, les personnes ne réfléchissant pas pour demain, on a laissé tout se gâter. On ramasse tout. Et maintenant, quand vous avez fini de ramasser tout, vous faites quoi? Vous savez, nous, on s'est rendu il y a une année au bord du lac Aimé, et on a vu 4-5 pirogues, c'était à Possotomé, et pendant 4 jours, on n'a pas vu les pirogues aller sur l'eau. On a pensé que c'est une période de repos. Et nous, on a posé la question. Et le pêcheur dit, mais quand il n'y a plus de poissons, on fait quoi? Il faut aller chercher à faire autre chose. Mais il n'y a plus de poissons, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que les gens utilisent des techniques qui détruisent tout. Vous allez sur le pont de Guézin. C'est dit il y a à peine 8 mois, 9 mois. C'est dit que jusqu'au mois de novembre, décembre de l'année passée, vous constatez que les gens utilisent des techniques, c'est dit, c'est des entonnoirs, pratiquement. Vous voyez des systèmes de W, et chaque V, là, en dessous de chaque V, il y a des nasses. Ça veut dire que tous les poissons qui quittent l'embouchure et qui veulent aller dans le lac pour se reproduire sont capturés. Tous les poissons qui quittent le lac pour partir à l'embouchure sont capturés. Les alevins, parce que dans ce sens, surtout, c'est les alevins qui repartent en mer pour grandir. Mais on les ramasse tout. Mais après, on se plaint pour dire qu'il n'y a pas de poisson. Justement, en matière de technique, qu'en est-il du Acadia? Parce que je me rappelle, à l'école,
on faisait croire, enfin, on disait que la cadia, c'était quand même une technique qui n'était pas très, très appropriée pour la pêche. Bien sûr, ça continue à ne pas être très approprié parce que la technique Akadia, c'est une technique, on va dire, traditionnelle. Ça date de très longtemps. Mais avec le temps, il faut comprendre ses limites et commencer par trouver d'autres alternatives. J'ai vu des gens, vous voyez, 60 ans de dépendance, il n'y a pas de poisson élevé dans un marché béninois. C'est quand même dommage. On a formé beaucoup de gens pour apprendre, parce que si vous n'apprenez pas à aider la nature, mais c'est vous qui allez partir, la nature va continuer à se prendre en charge. À partir d'un certain moment, on a formé des gens pour faire l'aquaculture, pour élever des poissons. Mais on va dire, nous avons des lacs, nous avons des plans d'eau, il y a poissons tout le temps. Pourquoi on va élever des poissons? Mais il y a quelques-uns qui s'essayent quand même. Écoute, c'est dire que on n'a pas atteint le niveau où on peut se dire, nous sommes satisfaits. Pas du tout. Parce que les poissons que nous consommons là, pour la plupart, les poissons congelés, ce ne sont pas les poissons prélevés seulement dans la nature. Les gens élèvent. On fait la pisciculture en mer. Et nous avons la mer ici, on en fait d'eau. Même faire la pisciculture sur le plan d'eau, ça n'a jamais été nos priorités. Ça n'a pas été encouragé. Et c'est comme ça, la technique d'Akadia s'est développée et continue à se développer. Mais il faut mettre fin un jour à cela. Pourquoi? Parce que la technique d'Akadia, entraîne la déforestation. On coupe les arbres, les arbustes, tout, pour aller faire Akadia. Qu'est-ce qui se fait? On vient juste créer des abris pour les poissons. Ce n'est pas de l'aquaculture, ce n'est pas de l'élevage de poissons. Quand on élève des poissons, il y a des conditions à réunir. Et on élève des poissons sur le plan d'eau et on nourrit les poissons. Mais quand les gens font Akadia, ils mettent les plants, encore que ce n'est pas contrôlé, les plants qu'on met, n'importe quoi on coupe, on peut mettre dans l'eau. Mais est-ce qu'on connaît l'effet de ces plantes-là sur les poissons? Non. Pourvu qu'on a mis, les poissons sont venus se réfugier, se sont reproduits, et des mois après, l'élevage des poissons ailleurs, c'est 4-6 mois, au plus 8 mois. Technique d'Akadia, c'est combien de temps? J'ai entendu dans un documentaire la fois dernière, les gens qui disent qu'ils font 5 ans avant de prélever. Vous mangez poisson combien de fois en une semaine? Et vous attendez 5 ans pour prélever du poisson. C'est une gestion totalement irrationnelle. C'est dit, nous sommes tous des dieux donnés. C'est dit que Dieu a créé l'eau, nous on met des branchages dedans, on attend. Et le poisson va venir. Un danger, nous parlons de la déforestation, mais un autre danger, c'est que quand on met les plantes là dans l'eau, au bout d'un certain temps, ça se dégrade, ça se détériore, ça crée l'envasement. Les berges des cours d'eau ont été déboisées pour faire Akadia. Il n'y a plus de berges. Quand il y a l'érosion, tout le sable rentre dans le cours d'eau. Les plantes qu'on a mises dans l'eau se détruisent et envasent le plan d'eau. Aussi, nous avons vu dans certains villages, à Soava et autres, les gens manquent de branchage et ils vont même couper des herbes. C'est-à-dire, on va sur les berges là, couper des herbes pour faire abri pour les poissons. Et on dit qu'on fait Akadia. Vous voyez tous ces comportements. Conséquence, il y a des endroits qui étaient à des mètres de profondeur, 2 mètres, peut-être 3 mètres, aujourd'hui sont à 500, comment on appelle, à demi-mètre, de 2 mètres à demi-mètre. Vous voyez tout ce qu'il a fait. Dans cette zone, pas loin de votre télévision ici, les gens utilisent des pneus pour faire Akadia. On met des pneus dans l'eau. Mais des poissons vont se cacher, se reproduire, c'est bon. Mais quand les vases, quand la boue se met dessus, est-ce qu'on réussit à enlever ces pneus? On ne réussit pas. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on est en train de fermer le plan d'eau. S'il n'y a plus de plan d'eau, on aura les poissons sur le pavé. Le gouvernement... C'est la question qu'on doit se poser. Et c'est pour ça qu'il est important que des mesures soient prises pour limiter cela. Sinon, on n'aura plus de lacs, on n'aura plus de poissons. Et dans cette perspective, le gouvernement en 2019 a lancé une opération pour assainir un peu les plans et cours d'eau. Qu'en est-il exactement? Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Oui, mais je crois que l'action gouvernementale fait suite à une loi. Il y a le code de la pêche et de l'aquaculture. Et cette loi donne quand même des grandes directives pour mieux gérer nos plans d'eau. Et toujours, il faut qu'on le rappelle, c'est au profit des populations.
Ce n'est pas le gouvernement qui vient faire de gros projets pour produire les poissons, pour aller commercialiser. C'est toujours au profit des populations. La façon dont nous gérons nos ressources, cette façon n'est pas durable. Et quand on prend une loi, on tient compte de certaines réalités. Je prends par exemple au niveau environnemental pour voir ce qui se passe. Et maintenant, on propose des solutions. Et quand il y a des décrets d'application, on propose, quand tu fais mal, comment tu es sanctionné. Et là, dans le cadre de la fonction régalienne de certains services déconcentrés de l'État au niveau du ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture et ministère du Tourisme, par exemple, le gouvernement est en train de travailler pour assainir nos plans d'eau. Et l'année passée, les actions qui ont été menées, surtout, c'est dans la lagune côtière. Vous savez, on a de belles mangroves qui sont là et qui sont menacées par les populations qui coupent pour faire beaucoup de choses avec. Et la lagune côtière, c'est un écosystème exceptionnel. Vous avez la mangrove, mais vous avez beaucoup d'oiseaux qui viennent là. Vous avez les crevettes, vous avez les crabes, vous avez beaucoup de poissons qui se multiplient sous la mangrove. Mais maintenant, on coupe la mangrove là pour aller faire akaja, au milieu de l'eau. Alors que naturellement, la mangrove, ça dit que comment on appelle, les palétuviers qui poussent au bord de l'eau, sous leurs racines, c'est là où les poissons... C'est la akaja naturelle, ça. Et ça joue d'autres rôles. Mais malheureusement, les gens coupent ce qui est naturel et ils vont faire le akaja. Et c'est très dangereux. Et là, le gouvernement a dit, mais à partir d'un certain moment, il faut arrêter ça. Sinon, si on perd la mangrove, on peut avoir beaucoup d'autres phénomènes climatiques qui vont impacter négativement les villages qui sont côtiers. Il faut arrêter la coupe. Et c'est là, il faut assainir le plan d'eau. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture, les mesures ont été prises pour dégager les akajas tout au long de cet écosystème de la lagune côtière, c'est-à-dire de Togben ici jusqu'à Ouida, jusqu'à non pas encore à Grand Popo, mais en allant vers le lac Aimé, à Guézin et autres. Il y a des techniques, il y a Akaja, mais il y a beaucoup d'autres techniques. Mais les gens ont ramené des trucs lors de ce nettoyage du plan d'eau. Et il y a des gens qui ont pleuré. Il y a des gens qui sont tous juste à côté, mais ils ne savent pas tout ce qu'on fait de leur plan d'eau. Quand vous voyez plus de 100 mètres de filets moustiquaires, je dis, hein, les filets qu'on utilise pour lutter contre le paludisme, vous voyez plus de 100 mètres bien tissés sous l'eau, parce que vous êtes sur l'eau, vous ne voyez rien, mais sous l'eau, et les gens mettent ça la nuit pour récolter les poissons. Et quel type de poissons? Est-ce que ce n'est pas quelque part la politique qui fait que parfois, au niveau du gouvernement, par exemple, au niveau de l'État, on n'arrive pas à réprimer? Non, je crois que c'est pour la première fois que cette action a eu lieu. Et là, il y a la répression nécessaire. On a dégagé tout ça là. Et la garantie qu'on n'a pas, c'est que, est-ce que ça a cessé? Mais ce qui était visuel, ce qu'on peut voir facilement, a diminué. Mais est-ce que les gens ne continuent plus à mettre de ces filets? C'est aux acteurs qui sont sur le terrain qu'il faut poser cette question. Nous avons par exemple le ministère de l'Agriculture, la direction de la production halieutique ou direction des pêches. Vous avez Adelac dans le Mono qui travaille dans ce sens pour voir comment... C'est dit, le gouvernement a dégagé une fois, mais ça doit être une action continue. Et je suis très content d'apprendre la fois dernière que le ministre en personne de l'Agriculture disait qu'il y aura des brigades qui seront installées dans ces villages pour permettre de faire le suivi. S'il n'y a pas de suivi, on n'aura pas grand-chose. Que fait la police fluviale dans ce sens? Oui, je crois que c'est une unité spécialisée qui est une bonne idée de créer une police fluviale. Mais une chose est de créer, mais une chose est de doter les gens des moyens. Et ce que nous avons reproché une fois, c'est que nous n'avons pas de grands moyens, mais on met les gens, 2 ans, 3 ans après, on les envoie ailleurs et ça reprend éternel recommencement. C'est ça qui est dommage. Les policiers, pour la police fluviale par exemple, on ne peut pas prendre n'importe qui parce qu'il est policier, on l'a fait là et après le lendemain, on le prend de là, on l'envoie dans la Takora, on l'envoie... Non, ça ne marchera pas. Et nous avons vécu des cas comme ça. Normalement, le Bénin doit travailler à ce qu'on ait des instances spécialisées. Celui qui est dans la police fluviale
doit accepter, rester police fluviale. Parce que vous n'allez pas prendre les gens au niveau de la force navale. Il y a des plans d'eau, même dans le Borgou et à Malanville. Les forces navales sont là-bas. Mais on parle toujours de naval. C'est dit que c'est leur rôle de tout ce qui doit se passer comme sécurité sur l'eau. Ils sont chargés de ça. La police fait de même. Et il faut garder les gens et les perfectionner pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais quand on met des gens, et quelques jours après, ils sont affectés ailleurs, et ça reprend à zéro, c'est ça. Vous posez la question, qu'est-ce que fait la police fluviale? Ma question, c'est de savoir, ils sont combien? Combien de gens sont là? Ils ont quels moyens? Ils sont formés comment pour jouer ce rôle? Il y a des choses très graves. Est-ce que la police fluviale a un problème d'effectifs ou un problème de moyens? Moi, je ne suis pas de la police fluviale, mais moi, je constate que cette police a la volonté de faire. Mais la façon dont c'est managé, ça ne donnera pas grand-chose. Dans l'action, est-ce que le gouvernement, est-ce qu'il arrive que le gouvernement associe des structures spécialisées comme Nature Tropicale? Bien sûr, dans le cadre des actions que nous menons en tant qu'ONG, nous avons aussi notre partition à jouer. Et nous sommes en train de finir un projet qu'on a développé avec UICN Pays-Bas sur le plaidoyer, le lobbying pour l'application des tests environnementaux. Les lois qu'on prend dans le cadre de l'environnement. Ce n'est pas nous qui prenons les lois, c'est les députés, c'est le gouvernement qui propose ou autre. Quand on prend ces lois, il faut les appliquer. Mais pour les appliquer, nous travaillons à ce que les populations ne sentent pas que ces lois sont au détriment de leur vie au quotidien. Et là, notre rôle, c'est de sensibiliser. C'est d'amener les gens à comprendre l'importance de préserver et d'utiliser durablement ces ressources. Et dans ce cadre, on est associé. Mais on n'est pas associé à la hauteur de ce que nous pouvons faire. Et c'est ça que nous réclamons de temps en temps. Ce n'est pas parce que l'État va nous donner l'argent ou autre, mais il faut qu'on écoute les organisations de la société civile qui sont plus en contact avec les communautés et qui peuvent relayer l'information venant des communautés. Nous faisons des constats. Par exemple, dans le cadre de la lutte contre le massacre des tortues et autres, nous avons des bénévoles sur le terrain. Mais le Bénin n'a pas 1 centimètre carré de plage protégée. Mais les espèces menacées, comme tortues, doivent venir pondre. Une fois que le Bénin n'a pas une aire protégée sur le littoral, le Bénin ne mettra pas un policier ou un forestier en train de surveiller ce qui se passe. C'est la communauté, à la base, sensible à la chose qui peut constater et relayer l'information. Et c'est dans ce cadre, quand on est associé, on peut travailler à ce que les résultats soient bons pour tout le monde. Les gens vont dans le sens où c'est notre rôle régalien. C'est nous qui devons faire. Mais vous n'avez pas les moyens d'être là. Les communautés respectent la loi le jour, mais la nuit font le contraire. Et c'est ça qui est triste. Le Bénin met en œuvre le projet La Route des Pêches. Oui. C'est un projet d'envergure, un projet touristique. Oui. Est-ce que dans la mise en œuvre de ce projet, on n'a pas prévu de protéger le littoral? Je ne crois pas. Je le dis sincèrement, ce n'est pas une des priorités. Et il y a plus grave, des projets pareils. C'est bien pour le développement. On n'est pas là pour empêcher ce projet de se mettre en place. C'est très, très important pour le développement. Mais les lois de notre pays ont prévu des choses. Que ce soit projet d'État ou projet privé, les lois ont prévu ce qu'il faut faire. Associer les gens, appliquer les lois, simplement. Les lois ne sont pas mauvaises. Quand je prends précisément ce projet, vous savez que dans tous les projets de l'État, avec l'agence, la loi cadre sur l'environnement, avec l'ABE, c'est que c'est prévu des études d'impact environnemental à réaliser. Et quand on réalise les études, c'est en ce moment, il faut, pendant ou à la validation, on associe les autres acteurs, les ONG et autres, là, et chacun donne son avis. Et maintenant, on prévoit un plan de gestion environnementale dans l'exécution du projet. Quand il y a quand il y a des aspects négatifs, comment les atténuer? C'est avec les différents acteurs qu'on discute. Nous ne sommes pas des extraterrestres, on n'a rien à inventer. Les gens ont déjà fait, on a vu. Mais vous savez que pas ce projet spécifiquement. Non, pas ce projet. C'est un projet côtier. Le Bénin n'est pas le seul pays côtier, ni en Afrique, ni dans le monde. Et ailleurs, on a vu. Et ça veut dire qu'il y a des impacts négatifs qu'on peut déceler plus tôt et proposer des approches de solutions. Parlez-nous de ces impacts. Malheureusement, c'est que ces impacts ne sont toujours pas pris en compte. Et on voit les choses se développer,
mais on a envie quelquefois de pleurer. Et justement, par rapport au projet de la route des pêches, quels sont les impacts que vous avez Moi, je vais parler identifiés? ici simplement d'un seul impact qui est totalement négatif. Le reste, je ne peux pas toucher parce que je n'ai pas les documents qui disent voilà ce qu'on a prévu, voilà ce qu'on va faire. Mais je vois des choses qu'on fait et qu'on réalise déjà et qui sont très négatifs, aussi bien pour le tourisme que pour les espèces qui pourraient éventuellement attirer les touristes. C'est le cas des tortues marines. Dans un pays, dans un site où les tortues doivent pondre leurs œufs, quand vous mettez des ampoules, des lampes proches de la plage, aucune tortue ne vient pondre. Et si par hasard, les tortues ne viennent pas le matin à 7h ou à midi ou à 18h pour pondre, les tortues viennent la nuit. Ce n'est pas nous qui avons créé ça comme ça. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Les tortues ne pondent les œufs que la nuit. Ça veut dire que la nuit, on n'a pas le soleil. Et la tortue, si par hasard, il y a des lampes alignées proches de la côte, les tortues sont obligées de chercher là où il y a l'obscurité. Mais quand on met des ampoules du Fidrosé jusqu'à Ouida, il y aura tortue où? Ça ne viendra plus. Maintenant, si par hasard, les tortues venaient pour pondre, le fait qu'il y a des lampes à la naissance des bébés, les bébés viennent sur le continent au lieu d'aller en mer. Et quand les bébés vont sur le continent, le temps qu'un volontaire les retrouve et les retourne en mer, ces bébés sont déjà desséchés et vont mourir. Quelle est notre contribution à la mise en œuvre de la CDB, Convention sur la diversité biologique? Quelle est notre contribution à la mise en œuvre de la Convention sur les espèces migratrices? Quelle est notre contribution? C'est bon, un projet de développement, mais on pouvait faire autrement, seulement pour les lampes qu'on a placées sur les plages. Oui, c'est un danger. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Parce qu'on ne peut pas quand même tracer une route sans lampe. Voilà, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas les premiers à créer une route côtière. D'autres pays ont créé. Je parle des pays hors Afrique. Je ne sais pas, en Afrique du Sud et autres, mais des pays hors Afrique que j'ai visités, on peut faire une route, mais les ampoules sont orientées sur le continent. Et non fait comme on fait les lampadaires habituellement. Une tortue qui vient de là-bas voit que tout est éclairé. Mais quand les ampoules sont orientées sur le continent, ça a moins d'impact. Nous avons vu ça dans d'autres pays. Mais nous avons répété ça une fois. Mais ça n'a jamais intéressé quelqu'un. Mais en même temps, on veut faire du tourisme balnéaire, mais on fait fuir les ressources qui pourraient attirer des gens. Vous voyez, c'est un peu la contradiction. Pour le moment, c'est l'aspect que moi, je trouve que ce n'est pas bien pour dire ce projet est mauvais. Non, le projet est bon, mais malheureusement, il faut prendre en compte ces atouts. Le développement peut être durable si on prend en compte ces différents paramètres. Mais ce n'est pas durable si vous construisez et vous détruisez tous les autres sans envisager en même temps comment atténuer, comment compenser. Là, il n'y a pas de compensation. Est-ce que, au-delà de la question des lampes que vous évoquez tantôt, est-ce que, quelque part, ce projet également ne protège pas la côte? Non, moi, je n'ai pas encore vu. Je voudrais qu'on me montre les exemples de comment ça protège la côte. Et un autre danger, si je prends toujours... Ouais, je suppose, il y a des oiseaux marins qui traversent, qui viennent dans les mangroves. Il y a les... Comment vous appelez ça? Des animaux, des singes, après peut-être vers Ouida et autres, qui sont dans les zones de mangroves. Mais quand vous faites des routes, ici c'est la mer. Voilà ces animaux qui ne peuvent pas aller se réfugier en mer, ne se resteront que là. Et après, la mangrove, c'est les habitations. Ça veut dire que les animaux n'ont que cet habitat pour leur vie. Mais vous faites des routes et je ne sais pas quelle sera faite sur la suite, je ne sais pas quels sont les engins, les véhicules qui vont passer dessus, quelle sera la limitation des vitesses ou pas, mais quand de ces engins doivent passer à tout moment, parce qu'il n'y a pas de route au Bénin, on dit il y a des heures de passage. Si on autorise les gros camions qui doivent passer sur cette route, par exemple, avec tout le bruit que cela va faire, voilà encore des impacts négatifs sur la faune et la flore dans le milieu. À certains endroits, peut-être, parce que la route doit continuer jusqu'à Ouida. Oui. Ce n'est pas encore aller à Ouida, mais nous ne connaissons pas les lignes. Mais si ça doit détruire des mangroves à certains endroits,
Vous voyez, c'est toujours des impacts négatifs. Maintenant, c'est qu'il faut compenser. Quand on veut faire du développement, on détruit quelque chose, mais il faut dire, c'est ça ce qui manque. C'est que nous ne profitons pas de nos droits. En tant que citoyens, conformément à la loi cadre sur l'environnement, nous avons droit à l'information. Il ne devrait rien avoir de secret. Parce que quand c'est totalement du secret, vous faites pour vous. Et après, c'est moi qui ai réalisé. Non. Et comment on peut compenser? Non, c'est que quand vous avez l'information, chacun peut dire, chacun peut proposer, les spécialistes peuvent proposer des approches de solutions. Mais quand vous n'avez pas l'information, quand l'information reste totalement secrète, ce qui devrait être le cas quand c'est une propriété privée, là c'est une propriété pour tout le monde, c'est pour l'État. Et il est prévu dans nos tests que l'information doit être publique. Mais cherchez l'information, vous êtes des journalistes, cherchez l'information dans notre pays. Nous voulons avoir certains documents pour opiner dessus, pour faire des propositions, pour aider à ce qu'on améliore, ce qu'on retrouve. Comment on peut expliquer que dans un tel projet, il y a de ces aspects négatifs qui ne soient pas pris en compte alors qu'on a un ministère quand même qui s'occupe du cadre de vie? Ah oui, je crois que trouvons l'opportunité d'inviter ces responsables à venir répondre à ces questions. La société civile est là pour aider. C'est-à-dire, son rôle n'est pas d'être en contradiction avec le gouvernement, mais c'est d'amener les gouvernants à faire les choses selon les règles. Tout ce que nous disons, ce n'est pas de l'invention, c'est prévu dans les tests. Accès à l'information, c'est prévu. La loi cadre qui dit qu'on doit faire les études d'impact, c'est prévu. Les études sont réalisées, après les résultats sont publics. Mais vous cherchez les résultats, vous ne trouvez pas. Et après, on fait les impacts négatifs et on attire l'attention, on dit c'est parce qu'on est opposant. Non, ce n'est pas une question d'opposition. On n'est pas opposé au projet, ni au gouvernement, mais il faut amener les gens à penser durablement. Sans être forcément invité à la table de discussion, est-ce qu'il vous arrive d'adresser quand même des suggestions aux autorités? Bien sûr que oui. Il y a différents niveaux de discussion où on aborde ces choses. Mais malheureusement, vous savez, nous avons eu une discussion ce matin dans le cadre de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Il y a 10 ONG qui sont membres au Bénin. Il y a des personnes ressources qui sont sur le groupe. Et nous avons commencé, une discussion a commencé hier et on a continué aujourd'hui. Depuis que les colons ont créé PAC W, PAC Pandjari et les réserves, comment on appelle, les forêts classées, le Bénin n'a plus rien créé jusqu'à aujourd'hui. Rien. Il n'y a aucun document de l'État qui dit voilà un décret de création d'une aire protégée. Aire marine ou un habitat protégé. Il n'y a pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas 1 centimètre carré de plage protégée au Bénin. Maintenant, le débat, pourquoi on n'a jamais créé? Et j'ai posé la question, quelles sont les études réalisées pour créer le parc Pandjari? Quelles sont les études réalisées pour créer le parc W? Créer une réserve, c'est une décision politique. Maintenant, au Bénin, on est au-delà. C'est que plusieurs études ont été réalisées. Plusieurs projets ont été réalisés, financés de la coopération internationale, depuis le PAZ, Grand écosystème du courant de Guinée, et aujourd'hui, Convention d'Abidjan, Convention de ceci, et ABE, différents projets financés par le JEF. Mais la suite de ces projets-là, il n'y a pas 1 centimètre carré où un décret dit, OK, la zone de telle à telle, c'est protégé. Et quand l'État dit que c'est protégé, même s'il n'y avait aucune étude, encore que toutes les études sont réalisées, mais même si l'État dit c'est protégé, en ce moment, chacun devient sensible. Si vous voulez faire une activité là-bas, le mot protégé seul fait que vous devez prendre des précautions. Okay. Mais quand rien n'est protégé, chacun va. Vous voyez, quand vous allez à Togmen, nous avons un professeur, par exemple, qui réagit tout le temps. Quand vous voyez comment les gens font de l'exploitation des zones humides, l'extraction du sable, sans tenir compte de rien. Vous savez que dans nos tests, il est dit que quand vous dégradez, quand vous exploitez un espace pour les constructions de routes, à la fin, vous devez... Non, avant même de faire le travail, le PGS, le plan de gestion environnementale, doit prévoir comment gérer cet espace après votre projet. C'est-à-dire la construction de la route Ouida et Cotonou. Vous savez que pas loin de cette route-là,
de grands trous ont été creusés. Tout ça là, c'est zone humide. C'est pour le développement. On a creusé pour faire la route pour nous. Mais il est dit dans les textes qu'après, il faut repartir, il faut aménager l'espace. Et c'est vous, promoteurs, qui devez proposer, avant qu'on ne vous donne l'autorisation, comment vous allez faire après. Je veux que des autorités viennent nous dire un exemple. Vous voyez combien de routes construites au Bénin? Quand on finit de construire les routes là, les espaces, ça devient comment? C'est abandonné. Ça devient des nids de danger, même pour les populations les plus proches. Prenez la route qui va à Ouida, la déviation qui était faite quand la route était en construction. Mais vous allez voir des gros trous dans des villages, et c'était fait avant ce travail qui est en train de faire. C'est très grave. Aujourd'hui encore, en allant vers Ouida, c'est dit qu'il y a des espaces où on ne sait pas comment les gens obtiennent les autorisations, et ils creusent partout pour alimenter les populations en sable, mais après, on abandonne tout. Et c'est très grave. Dans aucun pays au monde, on ne continue à faire de ces trucs-là. On a vu quand même que le gouvernement a pris quand même des décisions, tout le temps, par l'extraction du sable à Tokben, et on a suspendu même des entrepreneurs. Mais c'est ce que vous entendez. On suspend les gens. Mais est-ce que le jour où les gens ont repris, on vous a dit? On ne vous dit pas. Et quand les gens finissent, c'est qu'ils ont abandonné. Moi, je veux que les autorités viennent nous dire tel exemple d'espace qui a été réaménagé par le promoteur. Le promoteur a gagné des milliards en exploitant les ressources. Et peut-être en complicité avec des autorités en son temps. Vous voulez dire que les suspensions, les mesures par le gouvernement... C'est juste pour... C'est que des gens réagissent, on suspend. Mais les gens reprennent après. Personne n'est plus informé. Mais comment on les a autorisés à reprendre? C'est ça. C'est dit que chacun ne joue pas son rôle. Nous allons avec vous aborder brièvement la question de la pêche continentale qui entre également dans le cadre de la production nationale halieutique. À ce niveau également, au niveau de la pêche continentale, on constate quand même que les engins également prohibés sont utilisés. Comment cela se passe? Et vous, quand même, vous qui êtes un protecteur de la biodiversité, on ne vous entend pas suffisamment sur la question de la pêche continentale. Non, je crois que le problème aujourd'hui, ce n'est plus de nous d'entendre les gens, c'est d'agir. Et le travail que la société civile a commencé par faire, c'est d'amener chacun à agir. C'est tout. Les dénonciations ne servent plus à rien. Quand vous dénoncez, une autorité politique est derrière, avant que l'information n'arrive là-bas, c'est classé. Nous sommes sous la rupture. Vous n'avez pas oui, c'est pour dire qu'il faut accompagner la rupture à appliquer les tests. Et là, je vous disais tout à l'heure que nous avons eu cette discussion où il n'y a pas un centimètre d'espace protégé par les tests au Bénin. Hein? C'est dit que c'est nous qui avons travaillé depuis 60 ans et on a cet espace, c'est une aire protégée. Nous avons fait le débat. Nous ne sommes pas encore arrivés aux conclusions. Mais est-ce que vous pouvez savoir que avec la GIZ, pendant 3 ans, un travail a été fait et nous avons créé la réserve de biosphère transfrontalière entre le Bénin et le Togo. Et au Bénin, il y a 4 habitats. La bouche du roi et d'autres habitats qui sont créés. Et l'UNESCO a reconnu cela. Et ce travail a été fait de la base vers le haut. Mais tout le travail qui a été fait, c'est seulement au niveau des mairies et des préfectures qu'on a reconnu que l'espace est important. Ça coûte quoi que le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, puisse prendre des actes, des décrets pour reconnaître que le pays reconnaît ça. Vous savez, la reconnaissance d'un pays, ça donne plus d'opportunités à l'espace à protéger. Il y a la reconnaissance internationale de l'UNESCO. Mais à partir d'un certain moment, ça peut être déclassé. Parce que l'UNESCO a ses critères. Voilà, vous avez un plan de gestion, vous avez des comités, vous devez avoir les moyens pour faire le minimum. Proposer des alternatives pour les communautés pour qu'elles n'aillent pas détruire. Mais si on constate que vous ne mettez rien et les communautés sont pires que ce qui était avant, ça ne peut plus garder le label de l'UNESCO. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, on peut arrêter. Mais nous-mêmes, là, au pays, là, le Bénin n'a aucun papier pour dire que nous préservons ça. Et moi, dans les discussions tout à l'heure, au niveau des membres de l'UICN et de certaines personnes ressources, on n'a pas hésité à dire pourquoi il n'y a pas ça. Dans d'autres pays, au Gabon, au Sénégal, c'est une décision politique. Un espace, vous voyez la mangrove de Tokben. Le jour où vous allez vous déplacer avec votre caméra, vous allez voir que vraiment, c'est important. C'est très bien. C'est bien conservé. Mais, vous revenez le lendemain, vous voyez qu'une communauté est rentrée dedans pour dire c'est la parcelle de nos grands-papas.
et il coupe tout. Qu'est-ce que ça va vous faire? Mais s'il y avait une décision de l'État pour dire ça là, personne ne touche, et c'est officiel, si quelqu'un rentre dedans, le premier qui passe peut le dénoncer. Mais aujourd'hui, on le voit en train de couper, on attend qu'il coupe tout, et après on se plaint. Et ça, il n'y a pas de réponse. Maintenant, les Sénégalais, quand ils prennent de ces décisions, mais ils vulgarisent à l'international. Je vous dis, les financements qu'ils mobilisent pour appuyer la gestion. Mais pour nous, là, on dit qu'au Bénin, on a c'est le quartier latin des intellectuels, mais qui ne sait pas grand-chose. Quand vous allez au Gabon, c'est des décisions de la présidence. Ils ont déclaré des aires marines protégées. Mais je vous dis, c'est des fondations internationales qui envoient des gens pour les aider à préserver la ressource. Parce qu'il y a la décision politique. Mais ils gagnent plus aujourd'hui à empêcher que des bateaux clandestins viennent détruire toutes leurs côtes que de laisser pour dire, bon, nous n'avons pas les moyens pour aller. Pour avoir les moyens, il faut que depuis votre État, qu'on voit la volonté. Mais il n'y a pas cette volonté. Par rapport à la pêche continentale, est-ce que rien n'est... Les dispositions ne sont pas prévues? Est-ce que comment c'est mis en œuvre? Mais au Bénin, on prévoit toujours tout. Mais on veut sur le terrain. Est-ce qu'on peut réussir à dire que la pêche continentale peut nourrir son homme? Est-ce que ça peut nourrir les populations? Non. La pêche continentale, quel que soit ce qu'on va faire, si on prend le thème de pêche, ça ne peut plus aider à avoir les meilleures solutions. Nous devons passer à l'aquaculture. Ça veut dire que l'élevage des poissons pour aider la nature. Et c'est pour cela qu'on parle du code de la pêche et de l'aquaculture. C'est les deux ensemble. Les conditions dans lesquelles il faut faire la pisciculture pour avoir des poissons. Sinon, on peut dire, ok, tout est... on a mis les mesures et autres, mais le plan, c'est-à-dire le plan d'eau ne pourra pas fournir. Mais la pêche continentale contribue environ à 80%. Est-ce qu'on va suivre? Qui a dit ça? Ces chiffres sont d'où? 80% de quoi? Par rapport à la production de... Quelle production? 80%. Moi, je ne sais pas où est-ce que vous avez vu ces chiffres, mais je vous ai dit aujourd'hui, je ne sais pas si dans votre famille, il y a des gens qui vont acheter du poisson toute la semaine et ils trouvent du poisson à manger. Ce n'est pas parce que ce n'est pas sur le marché que ça ne... Mais ça va où? Ça veut dire que ça nourrit seulement les 31 000 pêcheurs. C'est tout. Non, nous sommes quand même 10 millions. Hein. Vous savez, il y a des hôtels, il y a des restaurants qui ont beaucoup plus recours à ces gens à la pêche de poissons. Non, les chiffres au Bénin, c'est quand même un problème. C'est notre constat, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire pour que c'est-à-dire que nos plans d'eau puissent nous donner ce qu'il faut. Oui. Mais on ne peut pas gérer nos plans d'eau sans penser à produire nous-mêmes les poissons. Monsieur Josiah Bodjernou, nous allons avancer un tout petit peu. En 2018, il y avait eu un problème de poison dans le lac Atiémé, dans la commune d'Atiémé notamment. Il y avait eu des milliers de poissons qui avaient été tués et les rapports du laboratoire étaient contestés et ça a fait objet de polémique. Votre ONG également a pris part au débat. Aujourd'hui, c'est silence radio. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça la réalité béninoise. Quand je disais que l'information reste toujours secrète et spéculer, on ne spécule sur tout. Et jusqu'aujourd'hui, aucune autorité nous a dit exactement c'est dû à quoi. Il y a beaucoup d'hypothèses. Mais c'est dû à quoi? Je crois que c'est un pays à réformer, quoi. Mais c'est fait une réforme actuellement. Non, c'est dit que chaque sujet là, il faut dire comment ça se fait de mieux, quoi. Et mettre les mesures pour que, c'est bon d'être transparent et dire les difficultés que vous avez pour que les gens vous aident à trouver des solutions, que de dire nous sommes les spécialistes et ça s'arrête là. En ce temps-là, nous avons organisé des missions de la société civile pour aller voir un peu les trucs là. On a fait chercher nos approches de solutions, mais on n'est pas allé plus loin. Parce que c'est l'autorité qui doit dire voilà ce que nous avons constaté, voilà les mesures à prendre. Les premières spéculations, c'était autour du fait que les gens utilisent des pesticides proches de cette zone et font de l'agriculture. Ça peut contaminer l'eau. C'est un facteur qui pourrait être abordé. Dans ce cas, analyser l'eau, analyser des paramètres physico-chimiques et autres pour voir un peu à quoi cela est dû. Il est arrivé, vous savez, la même année, il nous a été signalé quelque part dans le Mono qu'il y a eu des éruptions. Oui, il y a eu des éruptions. Oui. Des phénomènes comme ça, si ça sortait dans le cours d'eau, proche de là où il y a l'élevage des tilapias,
les tilapias ne supportent pas du tout la faiblesse de l'oxygène dans l'eau. Essayez chez vous. Quand on attrape des tilapias, même dans les caniveaux, là, vous mettez dans un seau et vous mettez de l'eau dessus. Je crois qu'après 2 heures de temps, il est mort. Alors que s'il est sur le plan d'eau, il profite de l'oxygène ambiant. Mais quand vous mettez dans un seau, hein, et ce n'est pas aéré, ça va mourir. Ça veut dire que le brusque changement de la qualité de l'eau au niveau même d'un grand plan d'eau, ça peut créer de ces phénomènes. Personne ne nous a confirmé si c'est dû à ça ou pas. Oui, pourquoi les résultats du laboratoire ont été contestés ici? Oui, mais ça doit être contesté parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et des gens croient qu'ils ont la science et ils sont les seuls et personne d'autre ne peut rien dire. S'il n'y a pas de transparence, c'est normal. Mais, ok, 1 an après, là, ce phénomène qu'il y a eu, là, c'est dû à quoi? On doit dire ça quand même au public. Mais nous-mêmes, là, vous nous posez la question. On ne peut pas dire c'est dû à quoi? Alors que ça peut être dû à beaucoup de choses. Il n'y a pas, c'est pas loin, les gens font même, il y a des carrières où on lave le gravier, on lave beaucoup de choses. Et tout ça, là, ça rentre dans le cours d'eau. Alors qu'on sait que c'est pas... Même si ce qui est arrivé n'est pas chimique, ça peut arriver dans n'importe quel élevage de poissons. C'est très limité même quand c'est un plan d'eau. Mais dans les élevages concentrés, mais après les gens réunissent des milliers de pêtes de poissons, juste quand vous voyez quand la pluie commence. Quand la pluie commence, pour ceux qui font l'élevage dans des étangs, l'eau de ruissellement vient se mélanger à l'eau qui est dans les étangs. Quand vous faites du tilapia, vous n'avez pas beaucoup de chance. Parce que la nature de l'eau change. La nature de l'eau change et des poissons meurent. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas besoin de polémique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Mais on préfère... Pas par cet incident de 2018, il y a eu quand même un comité qui a été mis en place. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est réellement? Moi, je ne suis pas membre du comité. Mais si vous tenez tant à la vérité, pourquoi ne pas commanditer au niveau donc de la société civile une enquête indépendante? Oui, c'est possible de le faire. Mais ce n'est pas possible de le faire seul. Il faut que des gens soient dans la même dynamique que vous pour que vous puissiez aller plus loin et gagner des résultats. Mais si c'est vous seul, il faut que vous ayez les moyens pour le faire. Et ces moyens, il faut les trouver quelque part. Et c'est difficile de trouver ces moyens. Sinon, on sait ce qu'il faut faire, mais vous n'avez pas les moyens de votre politique. En tant que conservateur ou consommateur simplement, nous observons quand même que les poissons n'ont plus le goût qu'il faut. Et parfois, on se dit, bon, on voit plutôt la différence avec les poissonneries. Donc, on a beau faire toute cette promotion, donc vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne sent plus les poissons? Quand ils étaient petits, c'est un peu plus... succulent, oui, mais c'est ça. C'est ça, vous savez. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est dit, je ne sais pas de quel poisson vous parlez, mais, vous savez, quand les poissons sont importés, les poissons, comment on appelle, les poissons congelés, et je n'ai pas les chiffres au niveau du Bénin, mais techniquement, c'est au-delà de moins 20 degrés. Moins 20, je crois quelque chose comme ça, si je ne me trompe. Moins 20, moins 18 degrés. La glace se forme à 0 degré. Mais moins 18, vous voyez ce que c'est? C'est vraiment congelé. Si les poissons ont été gardés dans de très bonnes conditions, au lieu de la production, et on les met dans du froid, et le froid n'est pas rompu, le jour vous achetez le poisson, même si c'est à moins 15 degrés, moins 10 degrés, moins 5 degrés, ça veut dire que ce n'est pas encore problème. Et vous préparez chez vous, le goût que le poisson a à l'origine, ce goût est gardé. Mais si on ramène le poisson à moins 18 degrés, vous savez ce qui se passe quand j'allais à certaines frontières. Même ici à Cotonou, vous voyez des bâchers ordinaires, là, qui viennent prendre des cartons de poissons. Et ces poissons sortent des congélateurs, des conteneurs réfrigérés. Quand de ces poissons sont mis dans des bâchers, si c'est à consommer le même jour, il n'y a pas de problème. Mais ces poissons-là sont amenés sur des kilomètres. Ce n'est pas des kilomètres, voyagent dans des conditions de bâcher. Les conditions de bâcher sont 28, 30 degrés. On a quitté moins 18 pour aller à 30 degrés. Ça veut dire que les poissons sont dégelés. Mais nous, on amène là-bas, on met encore dans le réfrigérateur. Et peut-être les réfrigérateurs là-bas sont à 5 degrés. Hein? Et on conserve les poissons là-bas pendant 1 semaine, 2 semaines. Parce que c'est au frais. On a mis glace dessus. Le poisson même n'est pas glacé.
C'est la glace qui est dessus. Et c'est comme ça, les gens viennent acheter. Mais le poisson qui est dégelé il y a une semaine, et toi tu achètes, quand tu manges, tu auras quel goût? On se dit que même à la maison, quand nous on prend des poissons de trucs là, des poissonneries, c'est après la cuisson qu'on voit que c'est du poisson qui n'est pas de bonne qualité. Oui, mais où est-ce que la chaîne est rompue? On ne peut pas le savoir. Et au niveau des poissons frais, pourquoi également au niveau des poissons frais également? Mais ça dépend de là où le poisson a vécu. Quand vous prenez par exemple le chédal de Cotonou, où on dépose tout ce qui est ordure sur la berge, quand vous voyez les zones humides, tout ce qui est déchets sont jetés dans l'eau. Et les poissons vivent avec ça. On ne peut plus savoir quelle est la qualité du poisson que nous consommons. Est-ce que le danger, c'est à ce niveau. Par rapport au poisson frais, est-ce que à un moment donné, ce n'est pas aussi le coût un peu très élevé qui fait que les gens préfèrent aller dans les poissonneries? Oui, mais le coût ne peut qu'être élevé. Mais rationnellement, ça ne devait pas être élevé, mais c'est les spéculations qui font que, oui, j'ai vu quelqu'un un jour, il a attrapé un poisson et il tient. Et j'ai dit, ah, c'est combien? Il dit, ah, si je ne donne pas 15 000, il ne va pas prendre. Et je lui ai dit, toi, tu as donné quoi pour avoir cette taille? Ça veut dire que c'est Dieu donné. Il a eu la chance, il a eu ça, et lui met son prix. Ailleurs, tout se pèse. Hein? On pèse la tomate, on pèse la mangue. Là, le prix qu'on donne, on peut dire c'est au kilo. On n'a pas de mesure. Tout se vend à la tête du client. Toi, tu passes à pied, on te vend à 500. Quelqu'un d'autre passe, il vient de garer moto, on dit que c'est 1200. Et quelques minutes après, quelqu'un gare voiture, tu peux parler longuement là. Si le type, tu ne payes pas 2500, il ne te vend pas. Un pays ne peut pas marcher sur cette façon de faire les choses par tâtonnement ou des trucs comme ça. Ça ne marcherait pas. Ça veut dire qu'en ce qui concerne, si nous revenons au poisson, il y a vraiment du sérieux travail à faire et chacun doit se sentir responsable. Le pêcheur qui pêche doit savoir qu'il ne peut plus continuer à pêcher toute sa vie. Il doit devenir aquaculteur, il doit élever poissons. Et pour élever des poissons, il y a des conditions. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, j'ai élevé des poissons, j'ai fait l'aquaculture. Quelqu'un m'a dit avant-hier, que lui, il a fait ça, mais ce n'était pas rentable. Et je lui ai dit, mais rien n'est rentable au Bénin. Oui, parce que ce n'est pas rentable. Oui, il a laissé. Mais quand il achète de l'étranger, là, il croit que les autres, là, ils n'ont pas fait de pète un jour. Ils ont fait des pètes, mais ils ont travaillé. Et ils ont pu maîtriser des choses. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et souvent, on se décourage vite. Monsieur José Dossou Boudrenou, nous allons aborder un autre aspect de cette émission qui sera beaucoup plus lié à votre personne, à votre vie un peu plus intime, je dirais. Oui. C'est vrai qu'on vous voit depuis plusieurs années, au fond, en matière de protection de l'environnement, de protection de la biodiversité, mais les Béninois ne vous connaissent pas entièrement. Je veux dire, par exemple, côté famille. Oui. José Dossou Boudrenou, côté famille, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, bon, pour la petite histoire, José Dossou Boudrenou, je suis de la vallée de l'Ouémé, je suis de Rosi précisément, dans la commune de Dangbo. J'ai quand même plus d'une cinquantaine d'années de vie. Je suis très engagé dans l'environnement. Je dirais que ce n'est pas comment on appelle? Ce n'est pas parce que j'ai étudié ou j'ai fait des trucs et je suis intéressé à l'environnement. Je dirais, c'est peut-être inné en moi. C'est une passion. Et cette passion a commencé très, très longtemps. Déjà, je suis jumeau. J'ai une sœur qui est agent de santé. Et moi, je suis vétérinaire de formation, la santé animale. Mais avant d'embrasser ce monde des animaux, c'est que chez nous, dans notre culture, on nous enseignait que les jumeaux sont considérés comme des singes et que les jumeaux ne doivent pas faire du mal aux singes. C'est-à-dire que les singes naissent jumeaux, c'est-à-dire donnent 2 enfants, et les singes, les humains ressemblent aux singes. Et les plus proches des singes, c'est les jumeaux. Et ça, là, on nous a éduqués quand on était tout petit enfant, on nous a dit ça, et on a dit, pour cette raison, vous respectez les singes.
Et dans notre village, on avait des singes. Et il nous arrivait de prendre l'argent de notre petit déjeuner. Et on achète de la banane qu'on jette sur la voie. Et les singes descendent des palmiers pour venir prendre et rester sur l'arbre en train de manger. Et ça nous faisait plaisir. Parce qu'on savait que c'est nos frères. On fait ça, on l'a fait. Mais c'est quand on était au cours primaire qu'on faisait des choses juste pour s'amuser. Personne ne tuait les singes en ce moment-là. Et si tu jettes une pierre, c'est nous, les jumeaux, qui vont te dire, mais tu ne dois pas faire du mal à notre prochain. Vous voyez, on était tout jeunes et on faisait ça. Malheureusement, près d'une quinzaine d'années plus tard, on est reparti dans le village. Avant, les singes venaient à l'école, sur les arbres à l'école. On leur jette des trucs à manger. Mais maintenant, 15 ans plus tard, on repart dans le village. Ça veut dire que quand on a pratiquement fini le collège, on veut commencer l'université. On revient dans le village, il n'y a plus de singes. Et là, ça a touché notre cœur. On a posé la question, où sont partis les singes? On a attiré notre attention. En temps, un de vos frères est parti au Nigeria pour aller faire Kankre, on disait ça. C'est-à-dire que lors de la construction de Lagos, il y avait beaucoup d'ouvriers béninois qui allaient pour ramasser pour travailler en maçonnerie. Et il est parti travailler là-bas. Mais en revenant de là-bas, il est revenu avec une arme, Tchakaviou. Il a amené un fusil. Ça veut dire qu'il est resté dans un milieu où les gens font aussi de la chasse. Et il a appris à faire la chasse. Celui-là est revenu avec une arme et c'est lui qui a commencé par tirer sur les singes. Parce qu'au Nigeria, il tue les singes, il mange. Il est revenu au pays, il y a des singes dans son village et c'est comme ça qu'il a commencé par tuer. Et comme ça, des chasseurs sont nés dans mon village, ils ont tué tous les singes. Le village n'étant pas très grand, même s'il n'a pas réussi à tuer tout, s'il tue un, deux, et si les autres entendent les bruits de fusil, ne vont plus venir plus proches. Et maintenant, le village n'étant pas grand, ces singes sont allés où? Ça veut dire que s'il y a d'autres chasseurs de l'autre côté, on les aurait tués tous. Et c'est comme ça, on a perdu beaucoup. Et c'est ça qui a été notre motivation. Ça veut dire que quand nous avons eu le bac, avant de commencer l'université, je voudrais préciser, je suis de la dernière promotion. En ce moment-là, on disait de la 10e promotion des bacheliers en mission. Ça, c'est en 84, 85. La dernière promotion. Après nous, il n'y a plus eu de bacheliers en mission militaire et 1 an de mission avant de commencer l'université. C'est nous qui avions clôturé. Et quand on a fini ça, on a commencé l'université. J'ai la chance de réussir au concours du CPU où j'ai fait les sciences vétérinaires. Et c'est ça. C'est ma petite histoire. Et là, c'est dit que, mais avant d'aller à l'université, tout ce qui nous motivait depuis, c'est qu'un an d'enseignement ou de mission, nous avons pris cela pour travailler sur comment contribuer à préserver ces animaux, comment préserver notre cadre de vie. Et nous avons eu la chance maintenant de faire les sciences vétérinaires, ça veut dire que c'est les animaux, et je crois que c'est voilà la piste qui nous a aidés à nous intéresser plus à l'environnement. En famille, quel est votre plat préféré, vous qui êtes amoureux de la nature? Et ma maman vit encore, et ma maman a servi, quand vous allez dans mon village, à Rosier, vous parlez de Samounon, elle a, pendant près de 40 ans, donné à manger aux enfants à l'école, en faisant quoi? C'est la pâte de maïs, plus févi, hein? Ça veut dire, plus le gombo. Ça veut dire, ça nous l'avons, c'est pratiquement notre plat, ce n'est pas préféré, c'est notre exigence. On prend ça au petit déjeuner, on prend ça au déjeuner et on prend ça au dîner. Et c'est comme ça qu'on a été éduqués. Et nous, on peut manger la pâte le matin, on peut manger à midi, on peut manger le soir. Et ça n'a pas changé dans notre système de notre culture, notre art culinaire. Nous continuons à le faire. Seulement qu'en prenant de l'âge, en développant certaines maladies comme le diabète, l'hypertension, on doit réduire un peu la consommation de ces choses-là. Mais ce que je préfère toujours, c'est la pâte plus gombo. C'est différent de légumes et autres, là, c'est pâte plus gombo. Alors, M. Bodianou, dites-nous un peu, vous êtes quand même l'une des personnalités de ce pays. Vous avez observé un peu la vie sociopolitique. Quel est ce personnage de notre histoire qui vous intéresse le plus? Actuel ou bien passé?
je dirais, que vous avez connu, Ah, et moi j'ai connu un personnage qui m'a beaucoup fait et je voudrais lui rendre témoignage. Mais quand j'en parle avec des jeunes, beaucoup ne l'ont pas connu et ne le connaissent pas, mais nous avons la chance qu'il continue à vivre. C'est le professeur Adamou Ndiaye. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Il a fait 12 ans et doyen de la faculté des sciences agronomiques. Et moi, j'ai été son étudiant. Et j'ai travaillé dans son laboratoire et il a été un exemple pour moi. Il a fait, en tant que doyen de la faculté des sciences agronomiques, vous savez, c'est le monde agricole. Il est un de ceux qui ont travaillé pour le développement du coton dans ce pays. Il a fait les 5 ans de Soglo en tant que ministre du développement rural en ce moment-là. Et il a marqué son temps. Et il a été un exemple pour ma personne parce qu'il m'a beaucoup conseillé. Et c'est quelqu'un, aujourd'hui, quand vous allez à l'université, par exemple, l'ancien recteur de l'université Saint-Brice, c'est des exemples. C'est des étudiants de celui-là. Quand vous voyez le professeur Lalayer, vous voyez par exemple Kodia, voilà des gens qui ont travaillé avec Adamou Ndiaye, qui a été ministre de l'Agriculture. Il a été membre du conseil, comment vous appelez ça, du conseil transitoire après la conférence nationale. Il est resté un peu effacé, mais il a été très efficace. Voilà quelqu'un qui a travaillé pour la relève. Tout ce que vous voyez là, jusqu'à 5 qui a été recteur de l'université, ceux-là ont travaillé avec Adamou Ndiaye. Et moi, je préfère des gens comme ça que des gens qui font du... On entend leur nom dans beaucoup de discours, mais la question que je me pose, vous préparez quoi comme réserve comme relève? On parle au Bénin des relèves de qualité et autres, mais vous ne voyez que des gens qui ne pensent que l'intérêt. Qu'est-ce que je gagne quand je fais telle chose? Mais voilà des gens qui ont travaillé pour former d'autres. Et ceux-là, je pense bien qu'ils sont en train de faire comme leur maître. Tant que vous n'avez pas formé des gens pour prendre la relève, vous n'avez rien fait. Et quand je vois les gens, je vois des gens qui ont la carrière politicien, vous savez la question que je me pose? Combien de gardiens ils ont à la maison et qu'ils payent? Combien d'entreprises ils ont, ils utilisent des gens? Il ne suffit pas de venir se baser sur nos ressources, parce que chez moi, la politique se définit comme un monde où les gens viennent seulement pour prendre leurs intérêts, pas pour le peuple. Encore qu'aujourd'hui, on a vu des gens qui travaillent pour demain. Mais avant, les gens ne travaillaient pas pour demain. Moi, j'ai discuté avec des gens, des collègues, qui s'acharnent pour être dans les partis et autres. Moi, je n'ai jamais fait un parti politique, mais je vote quand même. Je vote pour un parti. Mais quand des gens se disent, ah, vraiment, il faut qu'on soit au pouvoir pour pouvoir gagner des marchés. Vous savez que 90% des gens qui se battent en politique chez nous, c'est parce que je veux être là-bas pour gagner ma part. Ça, ce n'est pas un développement, ça. Quel courrier vous souhaitez que les gens retiennent de vous si un jour vous étiez appelé de l'autre côté? Ah oui, ce que je souhaite, ce n'est pas retenir de moi. Je veux de mon vivant, si c'est encore possible, d'entendre ou de voir des gens qui ont appris de moi et qui ont appliqué. Et en son temps, je peux peut-être partager encore plus mon expérience avec eux. C'est ça qui est plus utile pour moi. Parce qu'après moi, qu'est-ce qui restera? Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que vous préparez la relève? Oui. Il n'y a pas celui-là qui adresse une demande de stage, quelle que soit votre formation, et vous voulez venir apprendre de nous. On accepte tout le monde. Mais on vous dit, vous avez une semaine pour comprendre comment nous fonctionnons. Mais vous pouvez faire un an après, on ne vous pose plus de questions. Nous travaillons à ce qu'il y ait plus de gens qui prennent des initiatives, quelles que soient les difficultés. Pas des gens, quand vous finissez stage chez moi, vous allez faire j'ai l'honneur. Non, on demande aux gens, quand tu es déjà là, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quelle est ta motivation? Vous savez, nous n'acceptons pas trop de critiques. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé avec des étrangers. Ils ne sont pas les créateurs. C'est leurs aïeux qui ont créé et ils ont les résultats. Mais malheureusement chez nous, c'est que nous sommes des initiateurs de certaines choses
Nous n'avons pas les soutiens qu'il faut. Mais toi, tu viens pour dire ce qu'on fait, c'est mauvais. Mais montre-nous ce que toi, tu as déjà fait. C'est ça qui manque. Le Béninois critique tout ce que vous faites. Non, c'est mauvais. Mais attends, avant que moi, je ne vous critique, je vous montre. Moi, je l'ai fait de cette façon. Montre-moi ce que tu as fait. Si tu n'as pas la possibilité de me montrer ce que tu as fait, je n'accepte pas tes critiques. Côté religion ou côté spirituel? Je suis protestant méthodiste. J'ai été invité sur votre plateau seulement hier. Et normalement, je dois être à l'église à cette heure-ci. Et mon départ d'ici, je passerai à l'église quand même. Parce que nous avons action de grâce pour la famille. Pourquoi cette option méthodiste? Option méthodiste, bon, ça ne vient pas de moi. Mes parents ont été mes grands-parents ont été des féticheurs. Mais à partir d'un certain moment, mon papa, selon l'histoire racontée, a dit, on l'a confié comme l'hameçon placé pour un crocodile. Dans notre dialecte, c'est comme ça. L'ohu, c'est-à-dire on l'a remis pour voir est-ce que lui va survivre. En tant que, c'est-à-dire qu'un enfant d'un féticheur qu'on confie à des chrétiens. Alors que le féticheur, malgré tout ce qu'il faisait, il y a beaucoup de ces enfants qui mouraient. Maintenant, le papa nous a dit, lui, on l'a arraché de là pour lui dire, va là-bas, on va voir si toi tu vas résister. Un essai. C'est-à-dire qu'il a été sauvé et après il a appris à ses enfants. Mon papa avait 18 enfants. Et bien il a beaucoup de frères avec lui, mais il a mis tout le monde sur la ligne. Il dit, voilà un Dieu qui ne te demande pas de sacrifice. Tout au long de l'année, alors que tu vas chez le féticheur, il va te dire, pour tel problème tu as, c'est un coq, c'est un mouton, c'est un poulet, c'est ceci que tu dois faire. Mais voilà, lui il est resté féticheur pendant un temps et il dit, mais voilà, je vais quelque part un Dieu qui ne demande rien. Et quand tu vas à l'église, même on te dit action de grâce, on dit ce que tu veux, tu donnes. Si tu n'as rien, il n'y a pas de problème. Et il te sauve. Mais celui-là est celui qui fait du fétichisme. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Et c'est pour cela qu'il dit, tous ces enfants doivent faire cette voie. Et la recommandation, au moins par an, faites une action de grâce à ce Dieu qui ne demande rien. Et c'est ce que nous essayons de faire. Oui, sûr. Quand vous regardez dans le rétroviseur, je vais en finir sur ce point-là. Si vous devez corriger quelque chose dans votre passé, qu'est-ce que cela devait être? Si je veux... Vous devez corriger quelque chose, vous devez corriger une erreur ou un fait. Si on vous était donné de regarder dans le rétroviseur et de corriger cela. Oh, corriger quelque chose. Je ne vois pas, ça ne vient pas aussi facilement pour moi. Mais quelquefois, on trouve que je suis trop rigide, trop critique. Et je continue à dire, je crois que on fait trop de complaisance. Ça veut dire, les gens me disent que je dois corriger ça. Mais je dis, je ne peux pas corriger, être plus rigide. Pourquoi? Nous n'avons pas des exemples que nous suivons. Ce que nous n'avons pas dit au cours de cette émission, c'est que nous sommes les premiers à initier dans ce pays un musée des sciences naturelles. Autant que nous sommes béninois, le musée ne dit rien dans la tête. Mais nous sommes allés loin. Musée où on va parler seulement de l'environnement. C'est encore bizarre. Parce que quand on dit musée, les gens voient les vestiges des rois, des trucs anciens et autres. On n'a pas cette culture de musée. Mais moi, j'ai eu la chance de me faire former dans un musée, dans un aquarium public. Et j'ai pris l'initiative. 25 ans après, je continue encore sur l'étape de l'initiative. C'est ça. Maintenant, je n'ai pas... C'est dit que des autorités qui doivent prendre le relais de ce que nous faisons, mais quelquefois, on te prend même comme un concurrent. Mais on ne veut rien faire. C'est ça qui est un peu dommage. Et moi, je ne sais pas comment modifier ces choses. Parce que là où j'ai eu l'occasion de me faire former, que ce soit aux États-Unis ou en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, c'est que quand vous travaillez avec ces gens, vous voyez que des gens sont venus, ils vont travailler, ils vont partir rapidement pour aller faire autre chose. Ce n'est pas eux qui ont créé. Mais chez moi, il n'y a aucune initiative. 25 ans après, vous savez, si on dit musée à Cotonou, les gens se disent, est-ce qu'il y a un musée? Non, il y a un musée depuis 25 ans. Mais l'administration publique qui est chargée des musées, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que ça soit intégré comme quelque chose de connu? Jamais. Ça ne les intéresse pas. Et maintenant, nous abordons des aspects qui ne sont pas du commun des mortels. Quand, par exemple, on parle des baleines,
une baleine meurt, vous voyez, tout le monde va à la plage pour aller découper la viande. Danger public. Mais quand la baleine laisse un squelette, c'est la propriété. Normalement, si un État vraiment est sérieux, c'est l'État de récupérer ces choses et utiliser pour l'éducation. Et ces squelettes-là restent dans un musée. Mais 25 ans de sensibilisation, rien n'a changé. À l'éducation. Voilà, c'est dit, c'est ces sujets-là sur lesquels on doit travailler. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Nous aurions pu aborder un peu la question des baleines, surtout avec... On aura l'occasion, j'espère. Oui, justement. Oui. On vous laisse donc conclure cette émission. Oui, mais vraiment, je voudrais vous féliciter, chers journalistes, et vous rappeler que vous jouez un rôle très, très important. Et vous devez continuer sur cette lancée, parce que nos pays, le Bénin a signé des engagements internationaux dans le cadre de la préservation des ressources naturelles. Et le cas de la Convention sur la diversité biologique, par exemple, il y a un article qui demande à ce que les gouvernants, on les appelle les parties prenantes, les parties, c'est-à-dire, on les appelle les parties seulement, c'est-à-dire que les pays partenaires signataires de cette convention doivent prendre l'engagement de soutenir les médias pour éduquer sur la préservation des ressources. Et une émission pareille que vous faites, ça sert à éduquer les gens, pour que les gens puissent comprendre que si on a pris les engagements, si on a signé des conventions internationales, c'est dans le sens de mieux préserver. Ce n'est pas au détriment des communautés. Et si chacun comprend que c'est dans ce sens, et pour le comprendre, c'est à travers la sensibilisation. Et si chacun comprend et applique les mesures qui sont décidées au niveau international et au niveau local, les ressources seront mieux gérées, mieux protégées. Mais au cas contraire, c'est que l'État doit travailler à faire appliquer par la force même. Et c'est ça, on exige. Il y a des lois dans nos pays et il faut les respecter. Merci, M. José Adossou Bodjeredou, directeur de l'ONG Nature Tropicale, protecteur de la biodiversité. Vous étiez l'invité de Groupe 1 de ce dimanche. Merci. Merci, monsieur le journaliste.